mets à votre place depuis hier. Vous avez eu des interventions, visites, etc. Ça a été crescendo en plus. Franchement, j'étais très impressionné par les deux dernières interventions. Parce que j'ai pas beaucoup suivi les autres, donc c'est pour ça aussi que je ne peux pas tellement comparer. Je pense que c'est intéressant effectivement qu'on puisse regarder sur quelques opérations comment les choses peuvent se passer. Alors, je remercie le jeune homme qui tout à l'heure a posé une question sur la question du programme en fait, des opérations qui étaient présentées par Emmanuel Aréal tout à l'heure, notamment les lofts qui étaient installés dans des locaux reconvertis. Et la question qui a été posée, c'était, pour mémoire, est-ce qu'on n'a pas effectivement, finalement, un peu privé la population originelle de l'usage de l'affectation des locaux? C'est pas totalement faux, et en fait, la question, bien sûr, ne pouvait pas être posée à la personne qui présentait, parce qu'en fait, elle n'était pas évidemment responsable de tout ça, et que par ailleurs, étant elle-même, j'allais chercher de l'inventaire, évidemment, son propos était beaucoup plus centré sur l'objet, c'est-à-dire en fait l'architecture elle-même, et pas tellement ce à quoi elle allait servir. La question c'était comment peut-on reconvertir de manière intéressante des bâtiments, et effectivement quel était l'exercice qui était proposé. Vous avez sans doute vu que dans les exposés qui ont été faits justement sur ces projets, la manière dont ils étaient présentés, la partie finalement de l'usage n'était pas forcément le sujet. C'est-à-dire qu'on passait directement du bâtiment tel qu'il avait pu être, j'allais dire, à sa transformation. Et c'est vrai qu'il y a une virtuosité de certains architectes, c'est manifeste, pour effectivement transformer un existant et le recycler dans les formes d'aujourd'hui. Alors moi, mon métier, c'est justement de m'occuper de ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire en fait entre le moment où on dit on va faire quelque chose et le moment où on le fait. C'est ça qui s'appelle la programmation, en fait, dans un bâtiment, ou même sur un site. Donc, je m'appelle François Guiguet, ma société s'appelle Aubry et Guiguet Programmation. J'ai été désigné pour m'occuper justement de la manière dont on va pouvoir peut-être retrouver un usage sur la halle SMN. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas du tout vous parler de la halle. Parce qu'en fait, on commence le travail. Donc, je vais laisser Ophélie tout à l'heure en parler. Et je vais justement vous parler plutôt de ce qu'il s'est passé ailleurs, en d'autres lieux, en d'autres temps, et comment, j'allais dire, ça peut peut-être faire écho en vous. Alors d'abord, qui nous sommes, donc Aubry Guiguet. En fait, on est, je viens de le dire un petit peu, donc responsable en général de toute cette partie amont qui consiste finalement à essayer de réfléchir avant qu'un architecte ne se lance dans un projet, réfléchir avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, avec les utilisateurs quand on les connaît, à ce que l'on va pouvoir raconter justement à cet architecte pour qu'il travaille correctement. Donc l'architecte, il n'est jamais lancé tout seul dans la nature, enfin, quelquefois on a l'impression que si, mais en général, il ne doit pas le faire. Il doit toujours référer à quelque chose qui est une commande. Et la commande, finalement, c'est vous. La commande, c'est la société, c'est vous, c'est l'histoire. C'est ce que l'on attend, finalement, du projet. Alors, dans notre métier, en fait, évidemment, on travaille sur l'urbanisme quand il s'agit de projets urbains, d'architecture, mais peut-être aussi quelquefois de muséographie, c'est-à-dire en fait ce que l'on raconte quand il y a une interprétation. C'est quelque chose aussi qu'on va avoir sans doute à regarder ici, et puis même le mobilier. En fait, c'est pour ça qu'on a raconté ici dans la diapo. On passe du macro, s'il y a du très large, au micro, s'il y a du très petit, au détail. Alors, voilà un peu pourquoi les choses sont compliquées et ce qu'il y a dans la boîte noire pour répondre au jeune homme de tout à l'heure. En fait, quand on fait un programme, évidemment, il faut qu'on réfléchisse à un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est un peu comme une sorte de millefeuille où il y a énormément d'ordres de réalité à prendre en compte. Et après, il faut les résumer, les synthétiser. Donc, ces ordres de réalité, c'est évidemment tous les enjeux. Il y a culturel, social, patrimonial, ça c'est ce qui vous intéresse ici. Il y a le territoire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire.
Il y a les enjeux urbains, c'est-à-dire en fait quelle est la ville qu'on veut construire ou son quartier. L'architecture, quelle qualité on attend, quel genre d'image on attend. Les enjeux fonctionnels, c'est-à-dire en fait comment ça marche. Finalement, un bâtiment, c'est une horlogerie, hein, c'est quelque chose qui doit fonctionner de manière très fluide. C'est l'usage, toutes les choses qu'on va avoir à faire ou à imaginer dans un lieu. Les enjeux environnementaux, développement durable, etc. Le paysage, la technique, l'économie, l'organisation, etc. C'est énormément de choses qu'il va falloir raconter en amont du dessin de l'architecte, en amont de son travail de représentation, parfois même on dit d'idéologie en fait, parce que lui-même se représente les choses. Alors pour juste vous raconter un peu comment ça se passe, mais très brièvement, c'est un peu comme si on avait ici, il manque une flèche. En fait, vous voyez que voilà, ça c'est le côté client, le client c'est vous encore une fois. Il fait un cahier des charges, il va voir un assistant maître d'ouvrage, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, il lui demande de faire des explorations, d'essayer de voir un peu comment les choses peuvent se calibrer, ensuite de faire un programme, et c'est seulement après que l'architecte intervient. Vous voyez qu'il y a quand même un niveau de réflexion en amont qui est très, très important, avant qu'un architecte ne commence à s'intéresser à la mise en forme. Et donc nous sommes vraiment dans cette première case de la deuxième ligne ici, c'est-à-dire l'opportunité. Alors il y a des choses qui ont été réfléchies déjà sur la SMN, Fanny va en parler tout à l'heure, depuis même plusieurs années. Vous avez vous-même des choses dans la tête, mais nous on va faire comme si on prenait tout, non pas de zéro, mais enfin on va tout reprendre de toute manière pour tout refabriquer, retricoter, pour qu'on puisse avoir un corpus cohérent de commandes à exprimer. Alors, cette espèce de rouage un peu horrible qui vous est proposé aussi ici, c'est une figuration de justement ce que l'on essaye d'obtenir. Nous, on essaye de réfléchir de telle manière à ce que l'on puisse obtenir quelque chose qui pourrait s'apparenter à un concept. Un concept, c'est une idée de reconversion, d'usage. À quoi ça doit servir, à quoi ça rime en fait ce qu'on est en train de faire. Et donc évidemment, ce concept, vous voyez qu'il est central, il doit procéder d'une étude sur le développement stratégique, qu'est-ce qu'on veut faire à l'échelle du territoire. Il doit regarder également l'identité du patrimoine, en fait, de quoi partons. Tout à l'heure, quand Emmanuel Réal disait Robert et Reichen, bon, ils commencent par regarder comment est fabriqué le bâtiment et ensuite ils en déduisent un programme. C'est un peu vrai, mais c'est un peu faux. C'est-à-dire qu'en fait, oui, d'accord, mais en même temps, on leur donne pas une carte blanche. Vous voyez ce que je veux dire? On leur demande quand même quelque chose. Donc ce quelque chose-là, il est filtré par le fait que le bâtiment, il ne peut pas faire n'importe quoi. Ce bâtiment, il est de taille. Vous voyez, la halle SMN, c'est 2000 m². C'est pas les 50 000 m² de la halle Fraissinet, c'est 2000. Donc c'est pas énorme. Donc, dans ces espaces-là, on va nous se réduire un peu. Nos rêves, on va les ajuster. Et puis il y a aussi une identité, c'est-à-dire que ce bâtiment, il a une âme, il a un esprit. Donc il y a des choses qu'on va s'interdire. Donc c'est ça en fait, l'identité patrimoniale et interprétative. Et puis ensuite, il y a la question de la fonctionnalité, quand on a une idée, on regarde si ça marche, avant d'aller voir l'architecte, et puis aussi la faisabilité, c'est-à-dire à quel prix, et est-ce qu'on aura des difficultés à réaliser notre rêve. Alors ça, c'est quelques exemples de choses qu'on a faites. Alors il y a des choses qui sont, c'est une diapo qui existait déjà, il y a des choses qui sont liées un petit peu à notre problématique d'aujourd'hui, et d'autres non. Par exemple, ça, c'est les usines Lu, donc on en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui a été inventé à partir d'un poème, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, Jean Blaise, ça devient un poème, il a dit voilà, c'est un lieu utopique, maintenant, on fait comment? Donc nous, on s'est débrouillé avec ça. Cela dit, quand on regarde ça, c'est pareil, c'est la Bibliothèque de France. Donc ça, François Mitterrand, le 14 juillet 88, il dit « Je veux une bibliothèque d'un genre entièrement nouveau. Débrouille-toi. » Voilà. Ça, par exemple, c'est des choses qui nous arrivent. Ici, par exemple, c'est la halle Alstom, c'est l'école des Beaux-Arts de Nantes, donc sur l'île de Nantes. C'était quelque chose de beaucoup plus précis. Mais vous voyez, il y a eu une transformation, on va en parler tout à l'heure, c'est un des exemples que je vais vous donner. Ici, c'est le plateau des Capucins. Donc c'est aussi quelque chose qui est à reconvertir. C'est 20 000 m² de halle au sommet de la ville. Donc pour ceux qui connaissent Brest, c'est un bâtiment qu'on voit de partout.
Il s'agissait de lui trouver un usage, une idée. Ça, c'est la Cité de la musique, c'est la Salle d'Orgue à Paris. Bon, c'est un bâtiment neuf, mais c'est vrai que c'est toujours pareil. On veut faire un conservatoire du XXIe siècle, il va falloir inventer les choses. Donc, les inventer avant de les dessiner, c'est ça le programme. Vous voyez ce que je dis? Alors, on a choisi de prendre quelques exemples, on n'en a pas trop, mais bon. Le premier, c'est les abattoirs de Nice. Alors, c'est un projet qui est en cours de décision aujourd'hui. Je vous le déflore un petit peu quand même. L'idée, c'est de prendre un bâtiment qui est presque un quartier en cœur de ville de Nice. Vous allez voir comment ça se configure. Et l'idée, c'est de retrouver un usage à ce bâtiment abandonné, et si possible de le faire sur le mode et sur la thématique de la créativité, les nouvelles créativités d'aujourd'hui. C'est-à-dire en fait le numérique, mais pas seulement, le spectacle vivant, transdisciplinaire, etc. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer, vous voyez, les choses qu'on nous demande. Alors s'il y avait des couleurs, ce serait mieux. Donc en haut, c'est ce qu'on nous dit dans notre contrat. Et puis en dessous, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Mais ça, c'est pas exactement. Alors, ce qu'on nous dit, c'est quoi? C'est d'abord, on a quelque chose qui est une verrue dans la ville. On ne sait pas quoi en faire. C'est un problème. C'est ce qu'on appelle revitaliser un délaissé urbain. Je ne dis pas que c'est la même chose ici, mais voilà, c'est une énigme qu'il va falloir résoudre. Ensuite, la deuxième chose, c'est accueillir un projet de développement qui mêle la culture et l'économie. Culture et économie, ce sont des choses qui paraissent antinomiques, mais aujourd'hui, c'est la même chose. Hein, on a fait, l'année dernière, il y a eu un rapport qui a été rendu qui chiffre à 57 milliards d'euros le produit finalement économique de la culture. Aujourd'hui, c'est plus que l'automobile. Ensuite, recycler un monument industriel. Voilà, ça c'était l'équation. Et puis ce qu'on ne nous a pas dit, c'est quoi? C'est qu'on a un quartier, il y a une très grosse pression foncière à Nice. Ce quartier, il vaut rien. Il est coincé entre la voie ferrée, le Paillon, qui est une sorte de rivière asséchée qui descend des collines, et puis les abattoirs. Donc, évidemment, on ne nous dit pas, mais clairement, derrière, c'est si on faisait quelque chose avec votre problème des abattoirs, ça nous ferait du foncier valorisable. Deuxième chose, bon, développer du foncier, on l'a dit, et puis mettre en avant un projet qu'on pourrait appeler clé en main, c'est-à-dire en fait inventer quelque chose que quelquefois les élus ne savent pas bien faire. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun son métier. Les élus, ils ont leur gestion du quotidien, vous savez bien, mais ce n'est pas forcément des laboratoires sur pattes. Les élus, ils ont besoin de gens pour les aider à réfléchir. Et là, ils savent qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, sur ce créneau, mais il faut leur écrire les choses. Donc c'était ça, en fait, la troisième commande, j'allais dire, un petit peu cachée. Et puis avec ça, dans le métier qu'on fait et avec le niveau, j'allais dire, de conscience qu'on a, on se donne des défis. Vous voyez, par exemple, ici, le défi sera de réussir, finalement, de faire avec la ALSMN quelque chose où vous-même, vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de projet élitiste, a priori, on veut un endroit qui soit partagé par tout le monde. Bon, ça, c'est notre défi. Si ça marche, c'est formidable. Si ça ne marche pas, bon, on aura raté notre coup. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est effectivement quelque chose qu'on ne nous a pas demandé vraiment, c'est-à-dire préserver le bâtiment industriel, parce qu'en fait, on nous a dit plutôt, voilà, à la limite, cassez tout si ça vous intéresse. Vous voyez, ça nous a fait mal au cœur, et on sentait bien que finalement, il y avait des gens au sein de la ville qui étaient même pour la destruction. Nous, on s'est dit, c'est dommage. Donc en fait, c'est dommage, mais à charge par nous de convaincre que ça vaut le coup de le garder. Et puis évidemment, on s'est dit aussi, puisque autour de nous, il y a quand même beaucoup d'hommes d'affaires sur cette rivière et qu'ils cherchent des débouchés, on s'est dit, on va essayer de faire en sorte qu'on leur en donne, mais qu'on protège quand même le monument. Leur en donner, mais pas trop. Et puis la troisième chose, c'est faire en sorte que le positionnement du projet, c'est-à-dire en fait l'idée directrice, le concept, soit quelque part inattaquable. Inattaquable, ça veut dire qu'en fait, tout le monde s'y retrouve. Donc vous voyez en fait qu'avant que l'architecte travaille, il faut rendre possible le projet.
il faut le rendre possible sur pas mal de, j'allais dire, de critères et de niveaux, et notamment celui-là. Il ne faut pas qu'on ait des oppositions trop franches pour, effectivement, contrecarrer le projet. Et le plus, c'est qu'en fait, ça c'est quelque chose finalement qui nous paraît très important, c'est qu'au détour de ce projet, effectivement, on va probablement refonder un quartier. Il faut savoir ce que c'est qu'un abattoir dans une ville. C'était pareil pour la SMN, c'est qu'en fait, c'est un écosystème. C'est quelque chose qui irradie sur les faubourgs, dans les rues attenantes, etc. C'était pareil au Hall de Paris. Et là, du coup, quand il n'y a plus l'activité, il y avait 1000 personnes qui travaillaient sur place, et bien, quand il n'y a plus les 1000 personnes, il n'y a plus rien qui se passe dans ce quartier. Donc nous, on s'est dit, voilà, on va se donner un défi, c'est-à-dire de ramener 1000 emplois, pour qu'en fait, au total, il y ait une activité qui revienne à cet endroit-là. Alors c'est vrai que c'est très ambitieux, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit pouvoir être expliqué, j'allais dire, facilement aux électeurs. Et féconder le projet urbain élargi, alors c'est quoi un projet urbain élargi? Vous allez voir, c'est qu'en fait, finalement, il y a un objet, qui est ce site des abattoirs, et puis autour, il y a des choses qui vont se passer. Nous, on voudrait donner envie à ce qui va se passer autour, de s'inspirer de ce qu'on va faire dans les abattoirs. Faire qu'effectivement, autour, il y ait une thématique. Et la thématique, ici, c'est quand même l'économie créative. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir des gens de différents métiers qui vont se retrouver. Et on va essayer de faire en sorte que tout ce qui se passe autour, dans les petites boutiques, les petites rues, etc., ça procède à peu près de la même énergie. Et que quand un promoteur a envie de faire quelque chose, eh bien, il s'inspire finalement de la thématique que nous, on va avoir donnée pour que ces opérations soient un petit peu moins stupides que d'habitude. Donc, non, je suis un peu méchant quand je dis ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, après, c'est juste pour expliquer un petit peu comment est fait le projet, mais je pense qu'on va aller assez vite parce que ça va vous ennuyer. En fait, c'est juste pour vous montrer que c'est quand même une zone un peu arrière dans l'ensemble du territoire urbain. Vous voyez, ça c'est la Méditerranée. Donc nous, on est ici, c'est-à-dire dans cette espèce de petite amande. On a même préempté la partie qui est en dessous ici, qui est simplement une déchetterie. Donc vous voyez, c'est pas très brillant. En revanche, on a quand même quelque chose de très intéressant. C'est cette rivière qui finalement s'assèche petit à petit, qui est une rivière orageuse, qu'on appelle le Paillon, et qui peut devenir une sorte de coulée verte à l'intérieur du territoire de la ville. Donc ce sont des données qui ne sont pas... Oui, les choses ne sont pas désespérées, même si quand on va regarder les photos, vous voyez, c'est quand même quelque chose, c'est du béton, c'est quelque chose qui n'a pas le côté brillant de ce qu'on a pu trouver dans les exemples, notamment des usines de la Ruhr et des grandes nefs de métal, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, bonifiable. Alors comment est-ce qu'on fait? D'abord, c'est vrai que pour regarder un petit peu ce que c'est que ce lieu, on l'analyse de manière vraiment très attentive. Par exemple, ici, alors c'est vrai que c'est plus compliqué que la LSMN, mais ici, voilà, on essaie de comprendre comment il fonctionnait à l'origine. Et on s'aperçoit que finalement, il y avait un circuit. C'est-à-dire que les animaux rentraient d'un côté, ressortaient de l'autre, évidemment. Et en fait, on avait finalement quelque chose qui était assez simple. Il y avait une sorte de grand flux intérieur. Et on s'est dit, si on comprend ça, on comprend mieux pourquoi les bâtiments sont comme ils sont. Et peut-être que si on doit faire quelque chose qui est de l'ordre de la production, il va falloir qu'on s'inspire de ce mouvement intérieur, finalement, dont le bâtiment est un petit peu le vestige. Donc différentes échelles, différentes possibilités d'avoir, vous voyez, ces espaces intérieurs, c'est quasiment l'échelle d'un quartier, c'est carrément des bâtiments qui ressemblent à des bâtiments de ville sur des petites places. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, on va essayer de comprendre cette morphologie, s'en inspirer, et dès qu'on va avoir une idée, on va la coller au bon endroit à l'intérieur, et c'est pas quelque chose qui va se faire au hasard. Donc voilà, ça c'est encore des choses qui sont un petit peu ésotériques. Le projet s'appelle 109, alors c'est une métaphore avec 100, c'est quelque chose comme ça, et c'est en fait le mélange de plusieurs univers artistiques, technologiques, culturels et commerciaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va avoir, et dans tous ces bâtiments industriels, on a cette problématique, c'est-à-dire que ce sont des lieux de production. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça que la réticence qu'on peut avoir de transformer
un bâtiment en loft, c'est aussi parce que finalement, quelque part, on gomme l'échelle. C'est-à-dire qu'on fait de l'échelle domestique avec quelque chose qui était d'une échelle industrielle. Donc chaque fois qu'on peut retrouver dans l'activité future, objet de la reconversion, quelque chose qui est de l'ordre de la production, quelque chose qui demande un peu de muscle dans l'architecture, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. C'est une sorte de manière de faire revivre, une autre manière de faire vivre la mémoire du lieu. Alors après, c'est vrai que cette programmation, elle se fabrique avec des modules qui sont chacun des activités, des types d'activités. Par exemple, on s'est dit, il y a un endroit où on va faire peut-être plutôt de la recherche, c'est ce qu'on a appelé l'observatoire en haut. Un endroit où on va faire plutôt, j'allais dire, une fabrique culturelle du type lieu de diffusion, c'est ce qu'on a mis au milieu. Un endroit où on va faire plutôt du coworking, ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire ce qu'on appelle la New Factory, c'est-à-dire en fait l'endroit où on va pouvoir faire se rencontrer des professionnels et des publics. Un Creative Lab, c'est-à-dire un incubateur un peu comme la Alfressinelle mais en plus petit, de tout à l'heure, et puis on va greffer là-dessus des choses qui vont pour permettre de donner un peu de grain à moudre aux promoteurs, c'est-à-dire une tour de bureau qu'on a ici appelée la tour pro, parce que c'est important pour eux de pouvoir avoir à Nice, c'est beaucoup d'espaces très très classiques, sauf Sophia Antipolis, d'avoir vraiment un espace de bureau et de business qui soit un peu dans les standards actuels. Et puis également intégrer des logements étudiants, c'est-à-dire quelque chose qui puisse être en synergie avec le programme, qui ne soit pas quelque chose qui rabaisse un petit peu le projet en mettant seulement des logements, j'allais dire résidentiels, mais qu'on ait quelque chose qui soit dans la même énergie. L'ensemble de ce dispositif, ça fait le programme à terme, ça met en place une idée globale qui marche avec le développement territorial, qui marche avec le développement urbain, qui marche avec ce que le bâtiment peut faire, et qui nous donne finalement à la fin, ça c'est les surfaces, une sorte d'image de ce que pourrait être le bâtiment. Donc on passe à des espaces à des moments de simulation, comme vous voyez ici, où on se dit, ben voilà, un peu en coupe, si vous voulez, on va mettre au rez-de-chaussée tout ce qui est très public, donc des espaces d'expérimentation. Ce qu'on a appelé les modules, c'est en fait des espaces qui demandent pour les artistes, qui seront ici, des lieux de logistique. Il y a des choses lourdes qui vont se faire, il y a des sculptures, donc ça c'est important de le mettre en bas. Et puis créer peut-être dans les hauteurs donc des espaces qu'on pourrait appeler pépinières, des espaces d'expérimentation, et puis vraiment comme une sorte de promontoire, un bâtiment qui soit peut-être un peu plus, voilà, un peu plus volontariste, au belvédère, donc les plateaux de travail des professionnels. Donc je vais passer assez vite pour que, effectivement, simplement c'est pour vous montrer que tout ça, ça ne sort pas de la tête des architectes directement. Il y a quand même pas mal de réflexions en amont. Tout ça c'est évidemment partagé avec les utilisateurs, avec les élus. Il y a des allers-retours multiples et variés. Voilà. Et ensuite, on fait des simulations en 3D pour voir. Alors là, en fait, vous voyez le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui en gris. Voilà, c'est l'existant. Et ça, ce sont les domaines vraiment grande maille, uniquement des capacités de volume, pas du tout des formes, pour que justement on puisse dire qu'on peut sortir de l'ensemble en le préservant des espaces de bureaux qui sont commercialisables, des espaces de logement commercialisables, des commerces. Et du coup, vous n'avez pas besoin de détruire ce bâtiment, puisqu'en fait, on peut quand même équilibrer l'opération en prenant sur les franges un certain nombre de possibilités de créer du plancher. Parce qu'il ne faut pas ignorer cet aspect-là, c'est-à-dire que globalement, quand on fait de la ville, on est obligé d'avoir des financements, on est obligé de faire des bilans. Effectivement, on est obligé d'avoir une équation qui est équilibrée à la fin. Ça, c'était des exemples pour faire envie un petit peu aux élus. Donc des exemples justement de ce qu'on pourrait faire avec les différents espaces. Donc ça, on le fera pour la LSMN, c'est donner des envies. Donc on a la chance d'avoir un architecte qui est désigné, donc je pense que c'est peut-être lui qui fera cette série de petits échantillonnages. Ça, c'était pour montrer que sur un bâtiment, il y a des endroits où effectivement, non seulement on reconvertit, mais en plus on fait des greffes, et que ça peut fonctionner assez bien. Donc ça peut se faire aussi. Même d'ailleurs dans des formes qui sont un peu acrobatiques, comme ici où on a franchement un bâtiment neuf qui vient
enjamber un bâtiment existant. Et en bas à droite, c'est les espaces tels qu'ils sont aujourd'hui aux abattoirs de Nice. Vous voyez, pour essayer de dire, ben voilà, ce sont des idées qui pourraient s'y implanter de manière naturelle. Ça, c'est le côté lieu de vie, donc troisième lieu. Donc on pense beaucoup à ça et on se dit, voilà, il faut garder l'inspiration. Il ne faut pas perdre cette énergie qu'on a envie d'y mettre depuis le début, donc depuis l'idée, le concept même. Et cette inspiration, il faut qu'elle soit cohérente dans l'ensemble des espaces. Par exemple, ce qui nous paraissait intéressant ici, c'est que quand on dit restaurant, eh bien, on peut avoir des espaces qui sont très faciles, j'allais dire, d'appropriation, ce qu'on appelle l'appropriation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on est dans un territoire qui n'est pas le nôtre, quelle que soit l'origine sociale. Vous voyez, il faut que des grands-parents qui ont envie de venir avec leurs petits-enfants se trouvent aussi bien que les artistes ou que les geeks qui sont là dans les startups qui sont à côté. Et du coup, il y a des formules aujourd'hui qui marchent très bien, donc de restaurants qui sont à la fois du type un peu ouvrier et à la fois du type complètement branché. C'est quelque chose qui nous paraît tout à fait intéressant, avec des prix abordables, avec une palette de produits, de plats qui sont tout à fait qualitatifs. Voilà, donc ça c'est d'autres idées, donc des boîtes dans la boîte, parce que dans ces grands volumes, évidemment, on a toujours la question de se dire mais comment on va chauffer? Et on a toujours quelqu'un dans un service technique qui nous dit bah, vous avez qu'à mettre un faux plafond, et du coup on casse la baraque, c'est-à-dire qu'en fait vraiment on n'a plus rien de bien. Donc on leur dit voilà, c'est pas grave, on va pas chauffer le lieu, on va chauffer l'activité, chauffer les gens. Bah, après tout, dans les garages on fait ça. Ou alors on va construire des cocons à l'intérieur de manière toute simple, et c'est dans le cocon qu'on mettra le chauffage. Bon, ça, c'est des choses toutes simples, il faut le dire, sinon, effectivement, on va raboter tout ce que le bâtiment peut nous donner. Bon, j'ai 4 exemples comme ça, je pense que ça va vous endormir. Donc, le principe est le même pour tous. Ça, c'est un peu autre chose. C'est quelque chose qui peut-être vous ressemble plus. C'est perdu dans la forêt de Tronchet. Je ne sais pas si vous connaissez la forêt de Tronchet. C'était du développement durable au temps de Louis XIV, c'est-à-dire que c'est Colbert qui a décidé de planter une chênaie pour qu'elle soit mûre 3 siècles après. C'était quand même assez courageux. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, on a aujourd'hui un problème de valorisation de ce bois, puisqu'en fait, on a un problème de transformation, de valorisation de ce qu'on appelle la 3e transformation du bois. C'est-à-dire qu'en fait, ce chêne qui est magnifique, qui est l'un des plus beaux d'Europe, en fait, qui est tout droit, il n'y a pas de nœud, ne sert qu'à faire des tonneaux. Donc c'est celui qui coûte le plus cher, parce que c'est vrai que cheval blanc, cognac, etc., Annecy, tout ça, ils les achètent le bois. Et en fait, sur place, comme il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de valeur ajoutée. Alors sur ce site extraordinaire, on avait cette friche, en fait, qui a été faite à la fin du XVIIIe siècle, qui était une forge. Et cette forge, en fait, a été achetée par le pays de Tronchet, petite communauté de communes, 7000 habitants, vous voyez, pas très argenté, qui nous a dit on ne sait pas trop bien quoi en faire, peut-être que ce qu'on peut faire c'est la maison de la chauve-souris. On a dit ok, on répond à l'appel d'offres, mais en même temps ça nous est apparu quand même quelque chose d'un peu extraordinaire. Et vous allez voir pourquoi c'était un peu un crève-cœur, c'est que finalement il aurait fallu qu'on détruise les 3/4 des bâtiments qui étaient sur place. Donc ça c'était ce qu'on nous a dit, revitaliser la friche, accueillir un projet culturel et quand même touristique, et puis valoriser une action du pays, quelque chose qui fasse vitrine. Il y avait aussi une équation latente, c'est-à-dire trouver une idée que tout le monde partage, ce qui est quand même pas simple, enrayer la dégradation des monuments, parce que c'est vrai que c'est très cher de réparer des toitures, c'est sûr, il ne s'agit pas que d'acheter le bâtiment ou le site, mais il faut aussi réparer. Et puis inventer un projet qui soit gratuit, c'est-à-dire qu'en fait, alors là c'est vraiment quelque chose qui se coince, mais un petit peu dans l'équation, c'est que, bon voilà, petit moyen, pas grosse énergie de faire les choses, une angoisse surtout plutôt qu'une énergie. Et puis surtout, voilà, il ne faut pas que ça coûte cher. Alors nous, notre défi à nous, c'était quoi? C'était de dire, on ne va pas détruire. Voilà, ça c'est notre leitmotiv. On va essayer de remettre le patrimoine au centre de l'opération.
attention, il ne faut pas faire du gadget, qui sera de toute manière un poids pour la collectivité, parce que la maison de la chauve-souris, il faut quand même mettre quelqu'un pour garder les... Donc ça ne va pas amener beaucoup de flux, et ça va coûter quand même. Il faut réinterpréter la demande politique, c'est-à-dire qu'il faut effectivement peut-être expliquer aux gens qui nous ont donné commande que finalement il y a peut-être mieux à faire, en fait. Développer un projet productif, ça c'était le gros défi, c'est-à-dire leur expliquer que on va avoir sans doute un intérêt à créer de l'emploi. Ça peut se comprendre, mais que voilà, il y a de l'énergie à dépenser pour créer de l'emploi. Que ça vaut mieux plutôt que de mettre un mouchoir par-dessus et de dire, ben voilà, ce truc-là, allez, on a refait le toit, on a remis des tuiles, finalement ça ne nous ramène rien, mais au moins on est tranquille. Et puis, fédérer les énergies locales, c'est une des choses les plus difficiles, parce que c'est vrai que sur place, il n'y a pas forcément beaucoup de vitalité. C'est pas une région en fait qui a été habituée à entreprendre. Et donc du coup, c'est quelque chose où il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de peur, voilà. On préfère finalement voilà, s'assoupir tranquillement et perdre son énergie plutôt que de se remuer. Alors, le plus programmatique, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de bien sur ce site qui représente un peu la mémoire de l'activité du site. Qu'est-ce qu'on faisait de bien sur place? On a du bois qui est un caviar. Et on a des forges. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Il y avait une entreprise qui s'appelle Cabas, qui fait des enceintes acoustiques, qui est l'une des meilleures entreprises d'enceintes acoustiques françaises, qui se vend encore, enfin, qui a été rachetée par Canon. C'était eux les derniers utilisateurs du site. Donc en fait, ils ont embauché des ouvriers locaux parce qu'ils savaient faire. Ils savaient faire de l'ameublement, de la marqueterie, des choses comme ça. Et ils sont partis, voilà, quelques années, 10 ou 15 ans, mais néanmoins, ils ont laissé cette espèce de savoir-faire en jachère, en amertume chez les gens. Et nous, on s'est dit, on va essayer de le reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois et le métal? C'est ce qu'on appelle l'éco-design. C'est que quand vous regardez, en fait, les choses qui marchent aujourd'hui, c'est beaucoup des niches, c'est-à-dire, en fait, des petites séries, des objets qui sont voilà, vendus dans les galeries, qui sont vendus, qui servent de prototype, qui sont vendus chez Conrad Shop, qui sont vendus... Voilà. C'est vrai que c'est pas de la grande série, mais justement c'est bien, parce qu'au plein cœur de la forêt de Tronchet, faire des usines qui débitent avec des semi-remorques, c'est pas non plus génial. Donc nous on s'est dit, on va essayer de les orienter là-dessus. C'est des créneaux sur lesquels ils savent travailler, c'est de la matière première qui existe sur place, et c'est quelque chose qui va leur donner une fierté. Et du coup, la cerise sur le gâteau, c'est de dire, essayons d'enrayer le déclin local, et d'arrêter avec cette auto-déconsidération. Alors c'est un mot que j'ai inventé, mais c'est-à-dire en fait, c'est un truc où les gens se disent on n'est pas capable, c'est trop bien pour nous. On n'est pas capable, c'est trop bien pour nous. Donc quand on a les gens en face de nous qui nous disent ça, on leur dit mais faites-le pour vos enfants. Au moins. Donc ça c'est le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne dis pas que c'est la même chose pour nous parce qu'on n'est pas dans le même sujet à la semaine, mais il y a quelque chose comme ça quand même qui se joue. Donc en fait, ce territoire extraordinaire, très central par rapport à la France, c'est presque l'épicentre de la France, avec ses futaies qui sont extraordinaires, avec finalement des réseaux routiers qui existent qui ne sont pas si mal, entre la A71 et la A77, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup. Et puis un site qui est voilà, une ville, vous voyez, en plein cœur de la forêt, et tout à coup une clairière. Il y avait un petit terrain d'aviation, vous voyez, c'est le grand terrain qui est là, parce que le patron, avant, il avait un avion. Il y a sur cet étang, ici, une digue qui a été créée au XVIIIe, des bâtiments du XVIIIe siècle qui sont ici, une énorme halle de 10 000 m², que justement, ils voulaient tous détruire. Et puis ici, des bâtiments qui sont plutôt de petite échelle, et qui sont, pour peu, une espèce de grande structure en béton qu'on pourrait évider pour faire quelque chose, vous allez voir de quoi. Et puis ici un hangar, et à cet endroit-là un bâtiment qui est un bâtiment tout à fait intéressant. Il y a son jumeau ici qui a été repris par un ébéniste hollandais, et ici c'est vraiment un très joli petit bâtiment en pierre, très long, une espèce de longère. On s'est dit avec ce dispositif-là, on va sans doute pouvoir créer quelque chose qui puisse fonctionner.
Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est quand même dans un état assez piteux, mais néanmoins c'est pas totalement écroulé. Et puis il y a la même problématique que vous, c'est-à-dire cette cheminée. Vous avez le grand réfrigérant, eux ils ont une cheminée qui est un peu précaire. Donc c'est quand même quelque chose aussi tout à fait intéressant. Des bâtiments qui sont tout à fait genre Bauhaus ici. Vous voyez que quand on les regarde de près, on se dit c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc évidemment on a passé pas mal de temps sur place pour les comprendre, les éplucher, trouver leur identité à chacun. Des clairières, des points d'eau. Et donc on a là aussi travailler ce concept, entre guillemets, ce programme concept, qui n'est pas encore un projet, en justement montrant comment on peut relier des univers différents, par exemple le patrimoine industriel, il faut visiter le lieu, le patrimoine naturel, il faut que ce soit un lieu de départ des promenades en forêt, il faut qu'on puisse avoir, ça c'était notre proposition, un espace de production douce, c'est-à-dire pas quelque chose qui demande des gros moyens, un espace de formation et de recherche, et finalement des espaces d'animation et de médiation. Et c'est tout ça qui en fait finalement va constituer cette espèce de village, d'écosystème en pleine forêt de Tronchet qui va faire projet. On l'a ensuite projeté sur le site en se disant chacune de ces activités doit pouvoir s'installer dans les bâtiments. Donc l'un de ces bâtiments ici qui était à l'entrée, c'était un restaurant de l'entreprise. On s'est dit c'est très naturel d'en faire effectivement le restaurant du site, qu'on appelait la cantine. Ce bâtiment ici qui est assez joli, pour nous c'est effectivement la seule partie où on pourrait faire assez simplement un musée, entre guillemets, quelque chose qui serait de cet endroit-là, le lieu d'interprétation du site, ce qu'on appelle le pavillon de Tronchet. Ici le magasin général qui est une sorte de, voilà, de grand bâtiment, comment dire, qui avait justement une fonction de stockage. On pourrait en faire une partie de théâtre, entre guillemets, ou de lieu de spectacle, qui permettrait d'avoir une possibilité d'avoir un public qui vient y faire quelque chose. Le haut fourneau, c'est vraiment la partie la plus secrète. Ça, c'est franchement le musée de l'histoire industrielle du site, avec des maquettes, avec des choses comme ça. Ce grand bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure pourrait être une serre horticole, puisqu'en fait, on pourrait avoir tout à fait ici une location pour un horticulteur, et c'est des activités qui sont tout à fait intéressantes dans ce genre de lieu. Ce qu'on a appelé la maison Rambourg. Rambourg, c'était le maître des lieux, en fait, celui qui a inventé ces forges au XVIIIe siècle. Donc qui là pourrait être une sorte de résidence pour les étudiants. Et puis les grandes halles, évidées en leur centre, pour pouvoir faire des ateliers, en fait, finalement, qui seront donnés en location. Une partie en pépinière, une partie en activité pour les sociétés qui sont, comment dire, déjà stabilisées. Et puis dans la partie paysagère ici, donc ce qu'on a appelé les écologes, c'est-à-dire en fait une partie qui pourrait justement profiter du fait qu'on a cette thématique sur le bois, sur l'architecture bois, sur un peu les nouvelles manières de travailler le bois et en faire justement un lieu de destination touristique du type écologe en liaison avec la forêt et avec la promenade qu'on pourrait avoir dans la nature. Donc cet ensemble-là, voilà, il fait projet, il fait concept avant même qu'effectivement l'architecte s'installe dans l'idée de le dessiner. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc dans le processus programmatique, je crois que je suis peut-être au bout de mon temps, et j'ai encore 2 ou 3 autres exemples et je ne vais pas vous montrer. Et en fait je pense que c'est intéressant pour vous de comprendre comment en fait les choses peuvent se fabriquer, qu'effectivement il y a des moments pour réfléchir, et qu'on est dans cette phase-là, et qu'il y a des moments pour mettre en œuvre, donc on y parle tout à fait, et qu'effectivement, voilà, ici s'inaugure, je pense, en ce moment, cette espèce de moment de réflexion commune, et je suis d'ailleurs très favorablement, enfin impressionné par le fait que vous avez déjà tous beaucoup de choses dans la tête et beaucoup de réflexions et de richesses à proposer pour ce type de projet. Bon, là je passe rapidement parce que c'est vrai que c'est des choses qui viennent illustrer les différents chapitres que l'on a. Voilà, je vais arrêter là parce que je crois que sinon je vais peut-être un peu trop long. Sauf si vous demandez qu'on